Bonjour à tous et merci de votre présence. Alors, très brièvement, l'intitulé est Qui, quoi, pourquoi? Réimaginons ce que l'identité veut dire dans l'âge du Web 3. Alors commençons avec le Web 3. Vous avez tous probablement une idée de ce qu'est le Web 3. Mais juste quelques mots à ce sujet. Pourquoi avons-nous lancé cette idée de Web 3? Nous étions en 2015-2016 et on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas dans le Web 2. Les données sont trop centralisées, le pouvoir est trop centralisé justement à travers ces données. Et à l'inverse, il y a des choses dans l'Internet qui sont privatisées et qui ne devraient pas l'être, comme l'identité, comme les paiements et la possession. Ces concepts se sont progressivement déplacés dans les mains des compagnies. Ainsi, l'idée du Web 3 est de reprendre ces concepts et de les intégrer au protocole Internet, de telle manière qu'ils appartiennent à tous et à toutes et qu'ils redeviennent un bien commun. Et telle était l'idée fondamentale du Web 3. Ensuite, et malheureusement, nous avons dû attendre 6 à 7 années avant que l'infrastructure ne se mette en place. Aujourd'hui, on arrive à un point où on peut placer cette idée de paiement par l'identité ainsi que la possession sur ces fameux protocoles. Ce qui fait que nous sommes dans une période très intéressante, parce qu'aujourd'hui et maintenant, toutes les applications qui sont sur le Web 3 peuvent s'épanouir. Je pense aussi que le Web 3 est inévitable et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Si nous avons des applications sur le Web 3 qui fonctionnent mieux que sur les applications du Web 2, il n'y a aucune raison pour que nous ne les utilisions pas. Je vais maintenant vous présenter quelques-unes de ces applications, qui sont déjà fonctionnelles et qui existent déjà sur le Web 3. Il ne s'agit maintenant plus de fiction, mais de réalité, de choses que nous pouvons vous montrer et que vous pouvez utiliser. Et ce n'est pas seulement dans le monde des NFT, ces applications se développent aussi dans le monde physique autour des bonnes vieilles entreprises. Donc, encore une fois, pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre le Web 2 et le Web 3 et comment savoir si l'on se retrouve dans le Web 3, la réponse est assez simple. Si vous vous loguez avec un login et un mot de passe, vous vous trouvez dans le Web 2. Vous faites ça au quotidien. Par contre, si vous vous loguez grâce à un wallet ou un portefeuille, vous êtes dans le Web 3. C'est donc relativement simple de déterminer si vous vous trouvez dans le Web 3 ou le Web 2. Alors, il existe beaucoup de très bons portefeuilles, mais je veux vous présenter celui que nous avons développé. Il s'appelle Sporran. Le Sporran, c'est le petit sac que l'on porte à l'avant du kilt. C'est donc le sac pour vos kilts. Tout comme n'importe quel autre portefeuille crypto, vous pouvez stocker vos cryptos dessus. Mais si vous faites le rapprochement avec votre portefeuille physique, vous réaliserez très vite qu'il ne contient pas que de l'argent, mais aussi vos pièces d'identité, comme votre passeport, votre permis de conduire, et d'autres choses de ce genre. Sporran n'est donc pas seulement un portefeuille crypto, mais aussi un portefeuille d'identité. Sporran peut donc contenir votre identité digitale. Je vous montrerai un peu plus tard. En gros, vous pouvez faire des identifiants décentralisés. Et ces identifiants décentralisés sont nécessaires parce que lorsque nous parlons de décentralisation, nous n'avons ni accès à un service, ni une blockchain, ni une entreprise ou gouvernement pour valider notre identité et notre signature. Sur l'Internet, ce sont des processus que nous devons construire nous-mêmes. Ces processus doivent se dérouler sur un ordinateur, et c'est pourquoi vous avez besoin d'un portefeuille identitaire. Ce portefeuille construit sur votre ordinateur des identifiants décentralisés ou DID pour Decentralized Identifier. Parlons maintenant de ce qu'est l'identité digitale. Commençons par l'identité physique. Pour l'identité physique, comme dit précédemment, vous avez votre apparence physique que vous avez en quelque sorte construite vous-même. Mais cette apparence physique n'est pas une identité, c'est un identifiant. Cet identifiant devient votre identité lorsque vous y ajoutez des certifications. Vous pouvez ajouter des certifications dans le monde réel, comme par exemple un gouvernement qui atteste que vous êtes anglais, ou une université qui prouve votre niveau d'études grâce à un diplôme. Vous pouvez aussi avoir une carte de membre qui certifie votre éligibilité à emprunter des livres dans une certaine librairie. Telles sont les attestations vérifiables du monde physique. Ces attestations vérifiables seront toujours associées à votre identifiant. Vous y trouverez votre nom, votre photo, et ainsi de suite. Et l'un ira toujours avec l'autre. Ce qui est génial avec ces certificats dans le monde physique, c'est qu'ils vous appartiennent. Vous les avez sur vous, dans votre portefeuille, n'est-ce pas? Vous décidez à tout moment à qui vous les présentez
et vous savez pourquoi vous les présentez. Et vous pouvez aussi décider de ne présenter qu'une partie de ces informations en mettant, par exemple, votre doigt sur une information qui ne sera pas nécessaire pour la transaction que vous êtes sur le point d'effectuer. Ce qui se passe dans le monde physique est en réalité fantastique. Cela fait 1000 ans que nous utilisons cette technique qui protège notre vie privée. L'émetteur de votre certificat ne saura pas si vous l'utilisez. Par exemple, si j'utilise mon diplôme universitaire pour postuler dans une entreprise, l'université n'en saura rien. Je peux donc effectuer cette transaction dans l'anonymat vis-à-vis de l'université. Mais ensuite vint le Web 2. Et dans le Web 2, tous vos identifiants et tous vos certificats se sont retrouvés sur des serveurs. Et j'aurais tendance à dire que cela n'est pas une très bonne idée. La raison étant que ce système a soudainement soustrait cette forme de liberté dont les gens jouissaient depuis plusieurs milliers d'années. Dans le monde physique, vous avez cette forme de liberté, alors que dans le monde digital, cette liberté vous a été retirée. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que cela doit changer dans le Web 3. Nous devons changer cela et s'évertuer à implémenter un système d'identité décentralisé. Pour illustrer ce que je viens de dire, prenons l'exemple suivant. L'utilisateur a ses informations personnelles sur une plateforme comme Facebook. S'il désire se loguer sur une autre plateforme en utilisant l'option « Se loguer avec Facebook », ce qu'il se passe en réalité, c'est que la plateforme sur laquelle vous essayez de vous loguer va communiquer avec Facebook sans vous offrir la possibilité de savoir quelle information sera partagée. Et ça, c'est fondamentalement différent de ce qui se passe dans le monde réel lorsque vous allez dans un bar qui vous demande de prouver votre âge. Fondamentalement parlant, c'est l'opposé de ce qui se passe. Nous devons rebrousser chemin. Et rebrousser chemin veut dire que l'utilisateur doit se retrouver au milieu de la transaction. L'utilisateur concerné doit posséder la clé de ses identifiants, de son DID, de telle façon qu'il puisse signer chaque transaction qui le concerne. Et il peut y avoir tout un tas d'entités de confiance, comme des universités, des librairies publiques ou des gouvernements, qui donnent certains certificats à l'utilisateur qui pourra les ranger dans son portefeuille et décidera s'il veut les présenter pour avoir accès à un service, par exemple. Et comme vous pouvez le constater, nous avons recréé ce concept sur la blockchain. Donc, cette blockchain, qui est le protocole, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole de blockchain décentralisé pour émettre des informations d'identification vérifiables, révocables et anonymes. En 2 mots, le DID pour le Web 3. Naturellement, vous pouvez utiliser Kilt pour construire des applications. Nous avons un SDK que chaque développeur peut utiliser pour créer des applications uniques. Vous pouvez l'utiliser pour virtuellement n'importe quelle application qui nécessite une identification. Et ce n'est pas limité aux personnes physiques, mais peut être applicable aux objets, aux appareils IoT, aux NFT et tout le reste. Kilt a commencé à produire des blocs en septembre 2021. Et très vite, nous nous sommes dit qu'il manquait des applications qui servent l'utilisateur. Nous avons donc ouvert la voie en développant certaines applications que je vais maintenant vous présenter. Celles-ci sont Social KYC, DID Sign et W3N. Commençons avec Social KYC. Social KYC est un service que vous pouvez retrouver sur l'Internet et que vous pouvez utiliser afin de prouver que vous êtes le détenteur légitime d'un compte sur un réseau social. Vous pouvez donc prouver par le biais de Social KYC que ce compte sur Twitter vous appartient bel et bien. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec un email ou un compte Twitch, par exemple. Une fois que vous avez prouvé que vous êtes le propriétaire d'un certain compte, Social KYC va créer un certificat qui sera rangé dans votre portefeuille. Social KYC va ensuite effacer toute information liée à cette transaction et ne garder que le certificat en mémoire. Il n'y a pas de version auxiliaire de vos données personnelles. Il n'existe que ce certificat ou cette preuve d'identité dans votre portefeuille. Le résultat, c'est que nous décentralisons le stockage de vos données personnelles. Et le fait que le stockage des données personnelles se fait dans le portefeuille de l'utilisateur fait de cette méthode la meilleure décentralisation possible de vos données. Voilà un bref aperçu de ce qu'est Social KYC. Et voici à quoi ressemble l'application. Parlons maintenant de l'importance d'un tel système. Je pense que c'est particulièrement important pour les entreprises, car nombre de ces entreprises qui collectent les informations personnelles des clients se rendent compte aujourd'hui qu'elles ne peuvent pas faire grand-chose avec ces informations, car certaines lois, comme le GDPR, ne permettent plus aux entreprises de commercialiser ces informations.
Et c'est un point particulièrement important et une opportunité que nous sommes en train d'explorer avec certains gros acteurs dans le secteur de l'édition. L'idée est de les aider avec des logins conformes au GDPR, de telle manière que l'entreprise ne connaît rien de l'utilisateur qui se connecte, juste qu'il est autorisé à se connecter. Naturellement, vous pouvez aussi utiliser Social KYC comme une authentification sur le Web3, comme par exemple l'appartenance à une DAO, un métavers ou la possession d'un NFT. Nous sommes en relation avec beaucoup de sociétés de jeux vidéo car ce principe de réputation pour le joueur peut également être implémenté dans notre application. Et tout ce dont je parle existe déjà. Vous pouvez aller sur socialkyc.io et vous pouvez essayer l'application par vous-même. Parlons maintenant de Day Sign. Et c'est un projet dont je suis particulièrement fier. Vous utilisez tous DocuSign, n'est-ce pas? L'utilisation de DocuSign m'a toujours perturbé, car j'ai par exemple ce document confidentiel que je dois faire signer par quelqu'un. Mais la première chose que je dois faire est de l'uploader sur un serveur dont je ne connais pas la localisation. Et ce fait peut être très dérangeant. Ensuite, il faut que je paye pour l'utilisation du service, n'est-ce pas? Ok, donc je paye, puis le destinataire signe le document, mais il ne le signe pas vraiment. Il prouve juste qu'il a accès à l'adresse email à laquelle j'ai envoyé le DocuSign. Car le système permet uniquement au destinataire d'appuyer sur un bouton, ce qui génère une sorte de signature. C'est tout ce que je reçois en bout de course. Et malgré tout, cette application a gagné énormément de terrain. Le point de départ a donc été d'imaginer ce que DocuSign pourrait être dans le Web3. C'est ce qu'est devenu DID Sign. Le principe est assez simple. Vous utilisez votre DID, c'est quelque chose que vous avez maintenant dans votre portefeuille. On prend un document qui nécessite une signature, et la première chose qu'on fait, ou que l'on ne fait pas, c'est de l'uploader sur un serveur. Au lieu de ça, on garde les choses de façon locale, sur notre propre navigateur. On signe ensuite ce document avec notre DID, car c'en est une fonctionnalité. On garde en mémoire ce document signé, mais localement. On peut ensuite l'envoyer par email si le document n'est pas très important, et s'il l'est, on peut l'encoder avec certaines mesures sécuritaires avant de l'envoyer. On peut aussi le mettre sur une clé USB et envoyer cette clé par la poste, par exemple. Vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Ce qui est notable, c'est que tout se passe sur votre ordinateur, et personne ne peut vous facturer quoi que ce soit. Ce service sera toujours gratuit, il n'y a pas de business model. C'est juste le Web3. Tout ça pour démontrer à quel point ceci est tellement mieux que ce que nous avons sur le Web 2. Et ce service est actuellement live. Je vous le montrerai plus tard. Enfin, nous avons Web3N, ou Web3 Name, qui est la dernière application que je voudrais vous présenter. Voici un exemple de DID. DID.kilt.4S8, etc. Donc une adresse crypto. Et je ne pense pas me tromper en disant que tout le monde déteste les adresses crypto. Nous avons donc besoin d'un moyen pour rendre les adresses DID un tout petit peu plus lisibles. Et c'est ce que nous appelons le Web3 Name. Il existe un service qui se nomme W3N, que vous pouvez retrouver à w3n.id. Si vous avez déjà un DID et un nom, vous insérez juste votre nom et cela vous montre le DID. Si vous avez le DID pour une personne, vous insérez le DID et vous verrez le nom associé à ce DID. C'est donc une relation directe. Chaque DID ne peut avoir qu'un seul Web3 name et chaque Web3 name ne peut être connecté qu'à un seul DID. Passons maintenant à la démo. Étant donné que c'est un nouveau software et qu'il faut une connexion Internet, ça risque de bugger. Mais essayons tout de même. Tout le monde me dit qu'il ne faut pas faire de démo live dans ces conditions, mais quoi qu'il en soit, voici Sporan. C'est un portefeuille comme je vous l'ai expliqué. Vous pouvez constater que j'ai un solde de 4,9 kilt. Le premier bouton, ici, me permet de vérifier mes transactions passées. Les données viennent de Subscan, pour votre information. Je peux aussi jeter un œil sur mes certificats. Comme vous le voyez, j'ai un certificat qui atteste de ma légitime possession de cette adresse email. Et de même pour ce compte Twitter ici. Je peux aussi vérifier mon DID sur la blockchain. Voici mon identifiant sur la blockchain. Je peux gérer toutes ces données et même rajouter des services endpoint. On regardera ça plus tard. Et bien sûr, je peux voir mon Web3 name associé à ce compte.
Voici donc à quoi ressemble le portefeuille. Voyons maintenant comment acquérir ces fameux certificats. La première chose que nous devons faire est de naviguer sur socialkyc.io. Voici à quoi ressemble le site web. Ensuite, nous devons connecter notre portefeuille Sporan, et pour ce faire, simplement cliquez ici. La connexion établie, Social KYC me montrera tous les certificats que je peux potentiellement créer, Twitter, Discord, Telegram, etc. Je ne vais pas tout vous montrer car cela prendrait pas mal de temps, mais le principe est le suivant. Si je voulais recevoir un certificat de possession pour une adresse email, par exemple, cela m'enverrait un email que je confirmerais en me loguant sur celui-ci. Essentiellement, je prouve que je suis le détenteur de cette adresse. Une fois prouvé, un certificat sera créé et stocké localement, ainsi qu'une version cryptée, un hash, sur la blockchain Kilt. Celle-ci assurera la validité de votre certificat lorsqu'un tiers désirera vérifier l'authenticité de votre certificat. Vous voyez que c'est relativement facile d'utilisation, n'est-ce pas? Voyons maintenant un autre service. En fait non, jetons un œil au certificat d'abord. Donc, si j'ai certains de ces certificats, que puis-je en faire? Comme je l'ai dit, vous décidez si vous voulez partager un certificat ou une partie de ce certificat avec un tiers ou non. Parcourons cet exemple concret que j'ai ici. C'est un site de démo très simple qui contient deux boutons. L'un qui vous permet d'accéder à une page secrète et l'autre de lire un message secret. Ceci pourrait être n'importe quelle page d'un réseau social par exemple. Présentement, je ne suis pas logué et je peux me loguer avec mes certificats. Pour ce faire, je vais cliquer sur Login. Ensuite, Sporan apparaît et me montre les certificats que j'ai déjà. Ici, j'en ai 3. Pour cette démo, ça n'a aucune importance quel certificat j'utilise. Je vais donc utiliser mon certificat Twitter. Je vais également partager mon pseudonyme Twitter. Bien sûr, je me logue avec mon portefeuille. Je vais donc devoir le déverrouiller à l'aide de mon code secret. Et ensuite... Ah oui, les joies de la démo live. Ça aurait dû me montrer quelque chose d'autre en premier. Les développeurs ont construit ceci pour moi, juste pour la démo. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Ah, il est possible que je doive fournir mon certificat d'email. Non, rien n'y fait. Bien, passons à quelque chose qui fonctionne. Mais vous voyez le principe, n'est-ce pas? Passons à DID Sign. Voici à quoi DID Sign ressemble. Je suis actuellement le signataire et je peux choisir n'importe quel fichier. Donc, par exemple... Ah, voici un document parfaitement secret. Choisissons celui-ci. Oups, je l'ai ouvert. Ah, ce n'est pas ce que je voulais. Ah, toutes mes excuses. Je ne fais jamais de démo live, donc je vais ici, je choisis ajouter un document et je sélectionne ce document secret ici. Je peux rajouter autant de documents que je le désire et une fois satisfait, je peux signer mes documents à l'aide de mon portefeuille. Comme vous le voyez, j'ai créé cette signature à l'aide de mon DID Sign. Je peux maintenant compresser ce fichier dans un .zip et le télécharger. Et je peux maintenant en faire ce que je veux, l'envoyer par email ou le mettre sur une clé USB par exemple. La personne qui recevra ce fichier ira également sur DID Sign, cliquera sur Verify, choisira le fichier que je viens de lui envoyer, dans ce cas-ci DID Sign 2 si je me rappelle bien.
Vous remarquerez que c'était rouge ici et c'est passé au vert une fois que l'application a dézippé le fichier et vérifié que le fichier le contenant correspondait à la signature. Vous pouvez donc être absolument certain que le fichier n'a pas été trafiqué et vous pouvez être absolument certain que le fichier a été envoyé par le DID de votre correspondant. Le DID n'est toujours pas très lisible, c'est la raison pour laquelle nous avons intégré W3N ou Web3Name de telle façon que cela traduise cette longue chaîne de caractères en quelque chose que vous pouvez identifier du premier coup d'œil. Votre correspondant pourra également voir les certificats que vous avez utilisés pour prouver votre identité. Vous pouvez dès lors vérifier ces certificats. You can use IPFF for that if the file current person is still here. And then you can fetch the credential and then you can Et dans ce cas-ci, voir que ce document a été signé par Ingo Rübe et que l'émetteur de ce certificat est Social KYC. Ce que vous savez en tant que destinataire du fichier, c'est que le document est le bon, mais aussi qui l'a signé. Et pas seulement grâce à l'adresse email, mais aussi grâce au compte Twitter et tous les autres certificats que votre correspondant aura choisis pour prouver son identité et la légitimité du fichier. L'idée est d'apporter un maximum de transparence sur la personne qui vous envoie un fichier qui doit être signé. Si vous le désirez, vous pouvez aussi ajouter un certificat KYC issu d'un gouvernement, chose qui ajoutera à la légitimité du document et ou du correspondant. Et comme dit précédemment, si je n'avais que ce DID dans un document qui m'a été envoyé, je peux aller sur w3n.id, choisir Service, et rechercher ce DID. Le résultat sera le nom et les certificats associés à ce DID. C'est comme un répertoire général pour quiconque possédant un DID et un Web3Name. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous montrer. Je suis maintenant à votre disposition pour les questions. Pas de questions? Bonjour Ingo, merci pour la super présentation et la démo en direct. Je suis impatiente de pouvoir utiliser DeedSign pour mon entreprise. Ma question est, en fait j'en ai deux. La première est à propos de DPI, données personnelles identifiantes. Diriez-vous que c'est maintenant obsolète étant donné que nous utiliserons un portefeuille pour nous identifier? Pensez-vous que d'autres identifieurs DPI feront partie de la solution de demain? Et la deuxième question est en relation avec l'anonymat et le pseudonymat qui, nous le savons, sont au cœur du Web 2. Pensez-vous que l'anonymat sera étendu à tous les niveaux dans le Web 3? Par exemple, pensez-vous qu'un demandeur d'emploi pourra postuler pour un job tout en préservant son anonymat? A pseudo tomorrow for everything, even for example applying for jobs, or I'm wondering about how pseudonymity is going to evolve. Ah oui, excellente question. En effet, je pense que le pseudonymat est très important et nous voyons qu'il joue un rôle essentiel dans le Web 3. En commençant avec le Bitcoin, particulièrement parce que certains gouvernements ont des motifs assez douteux. Mais bref. Je pense donc qu'il est nécessaire de préserver ce principe. Mais il y a des circonstances où savoir à qui vous avez affaire est presque une nécessité. Je ne pense donc pas qu'il faille tomber dans un extrême ou un autre. À chaque circonstance, sa solution. Utiliser les données personnelles identifiantes à tout va serait néfaste pour le consommateur. Et à l'inverse, utiliser le pseudonymat pour tout aura de graves conséquences économiques pour la plupart des entreprises. Il faut donc un juste milieu. Et c'est la raison pour laquelle le DID est venu au monde. Parce que le DID en lui-même a un fort degré de pseudonymat. Mais on peut varier le degré d'anonymat en associant le DID à d'autres choses, comme par exemple un nom. Quelque chose qui est presque personnel, non? Pas tout à fait personnel, mais presque. Ensuite,
Vous pouvez associer à ce DID autant de comptes crypto que vous le désirez, mais vous n'êtes nullement obligé d'associer tous vos comptes. Ainsi, vous aurez des comptes Ethereum et des comptes Polkadot que vous n'associerez pas car vous voulez garder cela privé. Mais si vous êtes par exemple un validateur dans un de ces deux écosystèmes, il en va de votre bénéfice que les gens sachent qui vous êtes. Dans ce cas bien précis, le validateur liera son adresse avec un DID et associera le DID avec un nom ou le nom de son entreprise de telle manière qu'une certaine identité est créée, ce qui générera un sentiment de confiance auprès des utilisateurs. Vos fonds, tous vos millions, seront probablement sur un autre compte que vous ne lirez pas à ce DID. Vous voyez? Une autre question? Oui, bonjour. Nous créons une application de type réseau social qui travaille avec l'identité digitale. Est-ce que vous avez une solution simple d'identifier l'utilisateur pour le loguer sur nos plateformes? Est-ce que l'idée serait que tout le monde utiliserait votre système avant de se loguer sur une autre application comme la nôtre, par exemple? Non. Ce que vous devriez faire dans votre cas de figure, c'est d'utiliser le SDK de Kilt pour permettre aux utilisateurs de se loguer via Sporran, sans pour autant leur expliquer qu'ils utilisent Kilt. C'est toujours ce que je dis. Si vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une blockchain, c'est qu'on a fait du bon travail. Ce que je veux dire, c'est incorporer le SDK dans votre application, de telle manière que vous gardez la main sur celle-ci, car c'est votre application. Vous ne voulez pas que nous dictions comment vos utilisateurs se loguent sur votre plateforme. Tout ce que nous faisons, c'est vous offrir un protocole sous-jacent qui est utilisé par un SDK. Donc tout ce que vous avez à faire est d'intégrer ce SDK pour bénéficier des fonctionnalités de Kilt dans le back-end. Oui, d'accord, mais la connexion entre, disons, Kilt et leur compte Twitter, ça, ils doivent toujours le faire, n'est-ce pas? Je ne connais pas votre application. Si vous avez une application pour un réseau social où l'utilisateur a déjà prouvé son identité via Twitter, alors vous devenez l'émetteur du certificat. De fait, vous attestez que le compte de l'utilisateur a déjà été lié à un compte Twitter. Vous n'avez donc pas besoin d'utiliser Social KYC. Tout le monde peut devenir émetteur de certificats, pour pratiquement tout et n'importe quoi. Ok, merci. Donc, nul besoin d'utiliser notre application, ce n'est pas nécessaire. Nous bâtissons une infrastructure. Les applications qui étaient précédemment à l'écran n'étaient qu'un exemple, vous voyez? Question suivante. Ok, merci de la présentation. DeedSign a l'air beaucoup plus robuste que DocuSign. J'utilise DocuSign tous les jours. Pouvez-vous élaborer sur les KYC des gouvernements? Comment puis-je ajouter ces KYC émis par les gouvernements si ceux-ci investissaient dans la technologie du Web3 et participaient dans ce principe du DID? Si vous voulez avoir un certificat émis par un gouvernement, nous nécessiterons d'abord une société qui crée les certificats pour les gouvernements. Nous ne sommes pas ce genre de société. Nous sommes des développeurs de protocoles et nous ne voulons pas voir votre passeport. Mais il existe beaucoup de sociétés qui sont très intéressées par le contenu de votre passeport, je vous l'assure. Et si vous prenez le temps de parler à la personne qui se situe à votre gauche, il connaît une grosse entreprise avec laquelle nous essayons de tisser des liens et qui deviendront émetteurs de certificats dont nous tirerons parti à travers Sporran. Ou n'importe quel autre portefeuille, nul besoin d'utiliser le nôtre, c'est juste une application. Mais l'idée est que vous seriez capable de démontrer ce que vous voulez prouver à travers ce certificat. Gardons à l'esprit que tout ceci est très neuf, n'est-ce pas? Toutes ces entreprises émettrices n'ont pas encore emboîté le pas au Web3, pour la bonne raison que dans le monde de la crypto, il existe déjà des entreprises qui émettent des certificats gouvernementaux. Mais leur business model est légèrement différent. Ils veulent collecter vos informations, tout comme dans le Web 2, pour ensuite les vendre. Ça ne servirait à rien d'aller leur parler, car nous sommes l'antithèse de leur business model. Nous devons créer des partenariats avec des entreprises qui ne désirent tirer profit que sur l'émission du certificat et non sur la revente de vos données. Et malheureusement, ces entreprises sont les grosses entreprises de ce monde. Naturellement, parler avec ces géants prend beaucoup de temps. S'il n'y a plus de questions, Ingo, merci infiniment.